Bonsoir. Bienvenue au cinéma du Grutti et surtout bienvenue à Sonia Kronlund. Nous avons le plaisir Écoutez, merci d'être venus, si nombreux. Je suis très honorée et très contente. J'espère que vous serez autant à la fin du film. C'est un film que j'ai commencé à tourner il y a un peu plus de 4 ans, mais un projet que j'ai depuis presque 10 ans, qui m'a été suggéré par un écrivain afghan qui s'appelle Atiq Rahimi, qui est aussi cinéaste, qui m'a parlé du réalisateur que vous allez voir, Salim Chahine, pour la première fois, donc il y a assez longtemps. Puis j'ai un peu traîné et voilà, pour plein de raisons, j'y suis pas allée. Et puis j'ai commencé à tourner ce film il y a 4 ans, plusieurs fois. Voilà, il a la vie qu'il a. C'était pas un pique-nique, comme on dit en anglais, à faire. Mais j'espère que vous allez un peu rire, parce que c'est le but du film, c'est d'arriver à faire un film sur l'Afghanistan où on rit ou au moins on sourit. Donc je serai là pour répondre à vos questions à la fin du film. Mais si vous avez faim et que vous voulez aller manger, je ne m'en offenserai pas. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente projection en compagnie de Salim Chahine, vous allez voir. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure alors. Bon film. Bon film, bonne projection. Bonsoir. Bonsoir. Quelle femme. Je me demande toujours, vous êtes afghan? Oui. Ouais. Comment vous appelez? Ali Reza. Ali Reza, d'accord. Ouais. Enchanté. Moi aussi. Et vous connaissez Salim Chahine? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Comment j'ai connu l'Afghanistan? Je suis allée d'abord en Iran en 1999 pour la première fois, et j'ai trouvé que c'était un peu sympa. Et du coup, il faisait toujours des blagues en Iran sur l'Afghanistan. Et donc je me suis dit, tiens, si j'allais voir les talibans. Et donc je suis allée en Afghanistan pour la première fois en mai 2000, quand c'était l'émirat islamique des talibans. Et voilà, c'était assez spécial. Mais ce qui était étonnant, c'est que le monde entier pensait que c'était une dictature horrible, etc., qui était le cas. Et puis il m'avait mis quelqu'un pour me surveiller qui dormait tout le temps et qui faisait que manger et dormir. Je me suis dit, tiens, c'est quand même une dictature vraiment bizarre de ce gars qui était... Et voilà. Et puis même les talibans, quand ils vous voyaient, ils vous disaient, vous voulez boire du thé? Vraiment, le premier, c'était plus fort que... C'était la politesse, la gentillesse, c'était plus fort que même toute leur idéologie assez sinistre. Voilà. Donc j'ai commencé en mai 2000 et puis je me suis fait des amis, je suis retournée souvent. Mais est-ce que j'ai bien fait? D'accord. Mais quand vous êtes allé en Afghanistan, vous aviez peur? Oui, bien sûr. Pas vous? Moi, en fait, je suis né en Iran, j'habitais en Iran. Ah, d'accord. Quand je regarde des films comme ça, des choses comme ça, la guerre, vraiment, j'ai peur. Bah oui, moi aussi. Si, bien sûr. Vraiment, vous avez eu peur sur le tournage? Oui, j'ai peur. En Afghanistan, on a peur tout le temps. Je ne suis pas du tout quelqu'un de courageuse. Et donc, Mais maintenant, vous arrivez à parler farsi, ah ouais, Dari. Attention, en fait, ne m'interrogez pas en public, s'il vous plaît. Parce que j'ai fait un peu de... On appelle ça la post-synchronisation. Il y a un peu de post-synchronisation. J'ai refait quelques questions pour avoir l'air de parler super bien. Mais quand même, je peux faire semblant. D'accord. Alors, merci beaucoup, enchanté. Merci à vous, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? Personne? Alors moi j'ai une petite question, quoi. Est-ce que vous avez vu les films de Salim Chahine? Ah oui. Est-ce que j'ai vu les films de Salim Chahine? Vous voulez la vraie réponse ou pas? Bah oui. Alors non, j'ai pas vu les films de Salim Chahine et j'en ai vu plein d'extraits, mais j'ai embauché un gars pendant 7 mois qui a duré le montage de ce film, qui a regardé les 110 films de Salim Chahine, dont c'était le travail, et qui a repéré les extraits. Et à chaque fois, on demandait, est-ce que tu n'as pas, par exemple, une scène où il mange?
Et donc il allait chercher une scène où il mangeait. Il est devenu le spécialiste mondial des films de Salim Chahine. Mais j'ai pas, à dire vrai, j'ai jamais réussi à regarder un film à lui en entier parce que c'est très très long. Hein, les films, ils durent 2 heures, 2 heures et demie. Il y a des dialogues qui durent des heures auxquels je comprends pas forcément grand chose. Alors, si vous lui demandiez, il dirait, bien évidemment, on me connaît dans le monde entier, jusqu'au Japon, en Australie, etc. Quand on est allé au Festival de Cannes, les gens lui ont demandé, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous d'aller à Cannes? Il a dit, mais pas du tout. Les gens me connaissent tous dans le monde entier. Pas du tout, de quoi parlez-vous? Et en fait, non, il est connu simplement en Afghanistan. Non. Peut-être, non, enfin non. Non. Et il est connu, si vous voulez, d'une manière, vous voyez, comme les jeunes Afghans derrière, les gens l'aiment parce qu'ils aiment bien se moquer de lui, parce qu'il est un peu comme eux, parce qu'il ne sait ni lire ni écrire comme 80% ou 70% des Afghans, parce qu'il n'est pas en hauteur, il n'est pas en surplomb, il n'est pas au-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'il l'aime. Et c'est aussi pour ça qu'il est connu qu'en Afghanistan. Okay, yeah, because I have vertigo. You know what's vertigo is? Sarjasi. It's in Farsi. It's because I'm sick when it's high. Okay. J'ai le vertige. I have vertigo. Oh, I miss Afghanistan. Ça me manque. J'aime bien ce pays. Ça me manque. C'était long à faire le film, mais c'est un pays très très attachant. Voilà, je sais pas. J'espère que le film est bien. Vous avez passé combien de temps en fait sur le film? On a tourné 3 fois. La première fois, on a tourné 1 semaine. Ensuite, on a tourné 3 semaines. Le premier tournage, on a gardé simplement 3 minutes de 3 semaines avec 2 équipes de caméras et environ une vingtaine de personnes. On a gardé 3 minutes. Et ensuite, j'ai changé complètement d'équipe et je suis partie juste avec une seule personne, qui est un réalisateur roumain qui s'appelle Alexandre Nanao, qui a fait un très très beau film lui-même, qui s'appelle Toto et ses sœurs. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Si vous pouvez le voir une fois dans votre vie, vous verrez un film bien mieux que celui-là. Et voilà. Et là, on a tourné. Et en fait, ce que vous avez vu, c'est simplement 5 jours de tournage. Vous voyez, c'est ce voyage. Après, il y a des tonnes et des tonnes de rush, mais c'est simplement ce voyage-là qui a duré 5 jours. La question du jeune homme, c'est à propos d'un endroit à côté de Bamiyan qui s'appelle Shor-e-Rolla, ça veut dire la cité des murmures. Et en fait, c'est à côté de Bamiyan, c'est là où il y a les... I'm explaining what Shor-e-Rolla is. C'est à côté de Bamiyan. Et ce sont des grottes, en fait, c'est des habitats troglodytes dans ces régions-là. Les gens habitent beaucoup de l'habitat troglodyte. Et la cité des murmures, c'est des vestiges antiques d'un endroit qu'on appelle la cité des murmures. Donc en fait, ce n'était pas interdit, mais c'est simplement que j'étais allée quelques années précédemment et on m'avait dit que c'était miné. Et c'était probablement plus miné à cette époque-là, mais voilà mon fils. Mais j'avais peur quand même parce que c'est tout à l'époque soviétique, toute la région de Bamiyan, tout le Hazarajat était truffé de mines et le déminage a été assez progressif. Vous avez compris ma réponse? Oui. Ok. Merci beaucoup. J'avais une question sur la façon dont lui il produisait ses films. On voit jamais les studios dans le film et puis les quoi? Le studio. Non mais c'est ça aussi parce que 110 films, faut quand même les faire. Et, si vous voulez, il est capable de faire un film en 4 jours avec juste les copains qu'il a autour de lui, qui sont par exemple, il va tourner une scène de vous avec votre voisine qui va durer 1/4 d'heure. Donc, on ne peut pas vraiment considérer que ce sont des studios. Il n'y a pas de studio, en fait. Oui, il faut quand même après les Alors, mettre sur un support, enfin, il faut les monter. La personne qui fait l'image, c'est celle qui fait le montage aussi. Il n'y a pas de son. C'est juste la caméra qui prend le son et lui fait le montage, il fait les effets spéciaux dans un petit bureau sur un ordinateur et après ils impriment les DVD dans le bureau. Il a une sorte, si vous voulez, de bureau à Kaboul.
Enfin, c'est une maison avec une cour. Et puis, les gens viennent là un peu, traînent. Il y a un gars, enfin, il y a vraiment un gars qui bosse, qui est celui qui fait l'image, qui fait le montage et qui imprime les DVD. Voilà. Donc, il produit les films très très vite, quoi. Enfin, il les tourne très très vite. Parfois, il y en a qui sont plus ou moins ambitieux. Plus le temps va, plus il a des moyens quand même. Maintenant, il tourne avec un 5D. C'est surtout le son en fait qui va pas du tout dans ces films. C'est pas tellement l'image parce qu'il arrive à faire des images qui sont correctes. C'est le son qui est vraiment problématique. Bonsoir. En Bonsoir. fait, vous avez établi une relation de confiance avec lui. Et je n'ai pas très bien compris pourquoi vous avez jamais pu rencontrer ses femmes et ses filles. Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Donc en fait, si, je les ai rencontrés, je les connais bien. J'ai passé du temps avec ses femmes et avec ses filles, mais je n'ai pas pu les filmer. Il n'a pas souhaité que je les filme. Enfin, en fait, c'était même pas pour lui concevable que je filme ces femmes. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu, d'un quartier et d'un milieu très traditionnel. Donc, il y a des tas de femmes qui sont à la télévision en Afghanistan. Il y a 160 chaînes de télévision en Afghanistan, donc ce n'est pas un pays arriéré de ce point de vue-là. Mais lui, il vient, si vous voulez, d'un milieu traditionnel où on ne montre pas ses femmes. On en pense qu'on veut. Hein. C'est vrai que c'est une contradiction quand même assez dingue qu'ils mettent des femmes dans ces films et qu'on ne puisse pas les filmer. Mais donc, je les connais, je connais ces femmes, je connais ces films, mais il n'a pas voulu que je les filme. Il ne m'a jamais dit comme ça. Il m'a dit elles ne veulent pas, elles ne sont pas là. En Afghanistan, on dit rarement non. On ne dit pas non, je ne veux pas. On dit pas non, je ne peux pas, etc. On dit c'est pas possible, demain, la prochaine fois. Voilà. Donc jamais il va me dire j'interdis. Et donc elles m'ont dit pareil. Mais je les connais. Il y en a, c'est assez classique. Il y en a une qui est assez âgée, et qui a mon âge, et une plus jeune qui a 30 ans de moins. Et il a 8 enfants avec chacune des femmes qui s'entendent assez bien d'ailleurs. Un peu contre lui, qui se sont un peu liguées contre lui. Merci. De manière à ce qu'il soit le plus loin de la maison possible. Je sais pas, moi. Il y en a plein partout. Non, excusez-moi, je rigole. Mais donc la première question, c'est qu'en fait, c'est pas comme en Iran où connaissent les gens qui sont dans la salle, où il y a une censure qui est extrêmement forte parce qu'il y a un État qui est très fort. En Afghanistan, c'est plutôt le chaos. Donc il n'y a pas beaucoup d'État, l'État n'est pas très présent, donc il n'y a pas de censure en fait. La censure, c'est le danger, c'est la guerre, etc. Vous voyez, on peut. Et puis il y a aussi une forme d'autocensure, c'est-à-dire qu'on fait attention à la manière dont on représente les femmes pour qu'elles ne courent pas de danger. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, est intéressante, c'est-à-dire que c'est assez étonnant de voir ce garçon qui aime s'habiller en femme, etc., et qui soit toléré ou accepté par la société. Je n'ai pas fait une enquête très, très approfondie, mais j'ai constaté qu'effectivement, il était accepté. Donc, pourvu qu'on ne dise pas clairement qu'il est homosexuel. Ce que je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier. Je lui ai demandé, il m'a dit que non. Donc, voilà. Il a une femme et des enfants. Oui, donc il a fait déjà 5 enfants. Techniquement, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est étonnant et il y a une petite tolérance. Il m'a présenté une fois, pour répondre à votre question s'il y en avait beaucoup comme lui, il a tenu une fois à me présenter sa meilleure amie qui, elle, s'habille en homme et conduit une moto à Kaboul. Donc c'était quand même... elle est habillée en gars et tout ça, et elle a une Harley Davidson à Kaboul. Donc il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire des femmes qui aiment s'habiller en homme. Ah oui, les grands bâtiments très éclairés, etc. En fait, c'est des wedding halls, c'est-à-dire le mariage, c'est quand même l'affaire de l'affaire de la vie, c'est de se marier. C'est tout l'enjeu financier, personnel, économique, tout. La vie conduit au mariage, et le mariage, c'est le socle de la société. Et donc, faire un mariage, par exemple, avec 500 personnes, c'est un peu minable. Donc, Chahine, lui, il a marié son fils, qu'on voit à un moment donné, qui joue
il y avait 1200 personnes. Il a dit c'est quand même le mariage de Chahine, etc. Donc les gens se marient dans ces énormes endroits qui sont des wedding halls. Il y en a un d'ailleurs qui s'appelle Paris-Kaboul Wedding Hall. Et donc c'est très étonnant, ça se déroule de manière, c'est séparé, les hommes sont d'un côté, les femmes sont de l'autre, les hommes dansent d'un côté, les femmes dansent de l'autre, ils ne passent pas du tout la soirée ensemble, et voilà, et ça coûte très cher. C'est une légende qui vient de l'islam chiite. On raconte que Ali, un des prophètes, a fendu la terre pour faire un dragon. Et donc voilà, c'est une légende. Donc la scène, elle dit que lui, il y croit et que moi, j'y crois pas. Farid et moi, le personnage, on est rationnel, occidental, on ne croit pas à ce genre d'histoire. Et Chahine, qui est un poète, au fond, qui aime raconter des histoires, etc., il se moque de nous en disant vous croyez à rien, vous n'arriverez jamais en fait à faire des films et à raconter des histoires parce que vous croyez à rien. Donc, c'est un peu le sens de cette scène du dragon où j'avais le vertige. Il y a tout un moment de l'histoire de l'Afghanistan, comme de l'Iran d'ailleurs, dans les années 70, où, grâce, on peut dire, au début de l'occupation soviétique, etc., il y a un vent d'émancipation pour les femmes. Il y a des photos qui sont très, très étonnantes. Chahine lui-même, il avait des pattes d'œuf, des pantalons à pattes d'éléphant avec des grosses fleurs et tout ça, et les femmes étaient sans voile. Mais quand on dit les femmes étaient sans voile, ça veut dire une petite minorité de femmes urbaines qui allaient à l'université étaient sans voile. Et après, vous avez les 95% qui restent, qui sont à la campagne, qui sont sous leur burqa et qui n'ont pas beaucoup changé depuis. Mais effectivement, il y a un vent comme ça, comme en Iran, où il y avait vraiment des mini-jupes, etc., dans les années 70, 80, 70, 80, et ça s'est arrêté quand la... Je ne sais pas si je ne suis pas historienne, hein, donc, mais... Quand la rébellion, enfin les moudjahidines, qui étaient comme assez religieux et qui défendaient la religion, ont commencé à gagner du terrain, ça s'est un petit peu raffermi. Oui, elles ont le droit de regarder la télévision. Est-ce que dans ce qu'elles voient, elles ont une idée de ce qui se passe en Occident, et quand elles vous rencontrent, est-ce qu'elles vous posent des questions? Pas tellement, c'est vrai que c'est une bonne question, ça m'a toujours étonnée qu'elles ne me posent aucune question. Pas tellement. La seule chose qui les intéresse vraiment, c'est de demander le prix des choses. Et combien ça coûte ça, et combien ça coûte ça. Je crois que ça ne les intéresse pas tellement. C'est un peu comme nous, il n'y a pas tant de gens en France qui s'intéressent à l'Afghanistan ou en Suisse. Et bien là-bas, il n'y a pas tellement de gens qui s'intéressent à ce qui se passe en Suisse ou en France. C'est assez étonnant. Donc elles n'ont pas particulièrement un rêve d'émancipation, etc. Elles ont plutôt des préoccupations quotidiennes, de survie. Enfin, mais par contre, elles regardent des films. On regarde beaucoup de films de Bollywood. On s'intéresse beaucoup à la société indienne, pakistanaise. Pas tellement occidentale, en fait. Ça les Donc elles ne vous enviaient que... pas. Comment ? Elles ne vous enviaient pas. Pas tellement, non. Peut-être, si, je ne sais pas. Lui, vous traite un peu en frère. Il vous je ne sais considère pas un très peu bien. Vous savez pour quelle raison il avait ce respect fraternel et c'est pas vraiment du respect fraternel. Il ne sait pas très bien où me situer. Et puis il veut être sympa. Alors il me dit toi t'es un homme. C'est un compliment. Il essaie de me faire un compliment. On dirait il me calcule pas trop. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop où me mettre. Je ne suis pas vraiment une femme parce qu'après 25 ans en Afghanistan, c'est déjà fini. Et je ne suis pas vraiment, comme je suis réalisatrice, que je travaille, je ne suis pas mariée et tout ça. Et vraiment, il ne comprend pas bien où me mettre. Et donc, il dit, allez, on va dire que c'est un homme. Parce que j'ai la liberté aussi de faire ce que je veux, des moyens. Donc, tout ça, ça se résume à peu près à être un homme. La femme, c'est globalement quand même sous la burqa. Oui, il a vu le film. J'étais très anxieuse parce qu'en fait, je crois qu'il ne comprenait pas très bien. Je ne sais pas si ça le préoccupait terriblement, mais on a tourné longtemps. Je crois que la notion de documentaire, il ne voyait pas très bien ce que c'était. Il a quand même déclaré publiquement au Festival de Cannes qu'il avait fait 110 films, mais que celui-là, c'était un des plus difficiles qu'il ait fait. Et donc j'étais là à côté, je me suis dit, bon, d'accord.
Et donc, en fait, il n'y a pas de notion d'auteur en Afghanistan. Donc, par exemple, Farid, que vous voyez, qui est un des acteurs, il va dire, le film dans lequel il joue, il va dire, c'est mon film, c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'il paye pour être dans les films. En fait, les acteurs souvent payent pour être dans les films de Chahine. Il y a un système, si vous jouez le rôle d'un méchant, Chahine va vous payer. Si vous êtes un gentil, c'est vous qui payez. Et si vous êtes une femme, vous êtes payé. Mais si vous voulez vraiment être un héros, montrer un peu vos muscles et tout, hop, il faut payer. Mais si vous êtes balafré, que vous buvez de l'alcool, par exemple, et que vous jouez un Américain, là, il faut vous payer. Alors déjà, des écoles, non. Tout le monde, il n'y a pas. Il y a Chahine et juste un ou deux gus un peu dans son genre. Donc non, il n'y a pas d'école. Vous avez quand même affaire à un pays en guerre depuis 40 ans, qui est dans un état de chaos total, où il y a des... je crois que c'est le 3 ou 4e pays le plus corrompu du monde, qui est cohennement subventionné par l'étranger, c'est quand même... je crois la moitié du pays est contrôlée par les talibans. On dit que la moitié du pays est contrôlée par les talibans le jour et les 3/4 la nuit, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est donc une école de cinéma, non. Mais il y a l'équivalent de ce que nous on a en France, qui est le CNC, qui s'appelle Afghan Film, qui sont des sortes de bâtiments un peu déserts avec quelques affiches de cinéma. Et voilà, il y a quand même des acteurs professionnels, enfin qui prennent leur métier assez à cœur, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de moyens, etc. Enfin, il y a des séries télé qui sont pas mal. La télé, ça marche assez bien. Je vous dis, il y a 160 chaînes de télé, il y a des sitcoms, il y a aussi un truc comme La Nouvelle Star, la Afghan Star, qui est vachement bien, avec des gens qui viennent chanter. Enfin, voilà. Dans les séries télé, il y a des actrices. Oui, il y a des actrices. Oui, il y a quand même des actrices qui font leur job sérieusement, qui arrivent à s'en sortir, à être mariées. Généralement, elles finissent à la faveur d'un festival par émigrer en Europe ou ailleurs et à partir. En fait, elles partent assez vite parce c'est très très difficile d'être une actrice en Afghanistan. C'est extrêmement mal considéré par une grande partie de la population. Un peu comme je dis, l'exemple que je donne toujours, c'est un peu comme si votre sœur ou votre fille, moi ça ne me poserait pas de problème, mais peut-être à vous, était stripteaseuse. Voilà, c'est à peu près pareil, je pense. D'abord, je ne me définis pas vraiment comme journaliste. Je n'ai pas de carte de presse. Je n'ai jamais fait d'école de journalisme. Donc, après, je veux bien être journaliste. Alors, en sortant du jargon journalistique, c'est un film sur quoi ? Je ne sais pas très bien. Je pense que c'est vraiment un film... Enfin, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des images. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait des images, y compris... des images qui ne correspondent pas forcément à nos critères. À quoi ça sert de la culture, y compris la culture populaire. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, c'est la question qui m'intéresse et c'est le rapport entre l'art et la vie. C'est-à-dire pourquoi c'est si important et pourquoi c'est si vital de produire des images et de faire des films dans un pays en guerre, y compris des films pourris. Il y a un moment pourri, dans le c'est pas film. gentil, mais y compris des films qui ne correspondent pas à nos critères, disons, pour être politiquement correct. Voilà, à quoi ça sert et pourquoi c'est un besoin vital et pourquoi les gens aiment un réalisateur qui fait des films qui les représentent eux-mêmes. Enfin, la réponse, elle est un petit peu dans la question. Est-ce que j'ai répondu à votre journalisme d'angle ? Oui, tout à fait. Il est très malin, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, les gens s'en fichent un peu de Chahine. Les talibans s'en fichent un peu. C'est un amuseur public, c'est un peu la figure du bouffon au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il ment beaucoup, il dit qu'il a une mère là, une mère là, une mère là, vous avez vu dans le film. Les gens savent qu'il mente, mais il aime ça parce qu'il leur ressemble, il est à leur portée, il n'est pas en surplomb. Et donc, en fait, je crois que vraiment... Les gens le laissent parce qu'il sourit. Vous dites le mot Salim Chahine en Afghanistan, les gens rigolent tout de suite, soit avec condescendance, soit avec sympathie.
Donc sa tête n'est pas tellement mise à prix parce qu'il est quand même assez malin. Il ne représente jamais un personnage dans ses films de taliban négatif, etc. Il fait quand même bien attention. Il ne dévoile pas trop les femmes. Donc voilà, il est assez prudent de ce point de vue-là. Et une fois qu'il a respecté ses règles, les gens s'en fichent vraiment. Et quand j'ai montré un taliban qui aime bien ses films, je ne pense pas qu'il ait vraiment reçu des menaces. Ils ont vraiment autre chose à faire que de menacer Salim Chahine. Menacer les actrices peut-être, etc. Mais lui, parce qu'il respecte quand même les valeurs, il est quand même pas très ouvert d'esprit non plus. Hein. J'espère qu'on comprend cette ambiguïté du personnage qui est à la fois un enfant, comme un gosse qui veut absolument faire des films, qui aimerait faire en Occident, qui aimerait faire danser des filles, et puis qui ne montre pas ses femmes non plus. Quoi. Il n'y a aucune image, aucun mot sur les pavots et la production d'héroïne. Non. Parce que c'est dans le territoire des talibans, tout ça. Ça ne circule pas à Kaboul. À Kaboul, il n'y a pas de champ de pavot. Non, évidemment, il n'y a pas de champ de pavot, il n'y a pas d'héroïne. Ouais. Si, à Kaboul, voilà. Il y a beaucoup d'héroïnes. Justement, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pas le sujet de mon film. Non, c'est pas une question de sujet. Ouais. Mais même des côtés, même... Oui, mais par exemple... Comme si, non, écoutez, parce que de toute façon, je crois que c'est encore une question fondamentale, celle-ci, pour ce pays-là. Monsieur parle de la culture du pavot et de la production d'héroïne. Non, la production d'héroïne et tout ce qui concerne. Donc, vous avez parlé de corruption. Bon, l'héroïne, c'est un des éléments qui contribuent évidemment à la corruption. Je vous dis une chose, je suis italien. Je connais très bien ce que ça veut dire chez nous, malheureusement, les mafias différentes. Maintenant, la drogue est à Calabrese avec la cocaïne. Donc, l'Italie et l'Afghanistan, de ce point de vue-là, ils se ressemblent beaucoup, à part la guerre. Voilà. La question, c'est donc, là, c'est une contribution, c'est pas une question. On ne la voit pas, ça n'existe pas. D'accord, c'est pas. Non, mais c'est une bonne question, c'est-à-dire que ce que je peux vous répondre. Ça existe, c'est ça malheureusement. J'ai fait un film sur la drogue en Afghanistan qui a été diffusé sur Arte, enfin pas toute seule, je l'ai fait avec un jeune réalisateur afghan. Ça coûte moins cher une dose d'héroïne à Kaboul qu'un paquet de cigarettes. Donc il y a un pont et il y a. Ah, je l'ai éteint, d'accord. Et donc, en fait, il y a, les jeunes garçons doivent savoir ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes Afghans de religion chiite, généralement Hazara, qui grandissent en Iran, qui travaillent comme enfants à faire des tapis, qui sont hyper exploités, etc., et qui sont exploités avec de la drogue. Et ensuite, ils reviennent en Afghanistan et ils sont complètement addicts à la drogue et ils vivent dans des conditions atroces et ils meurent dans des conditions atroces. Mais ça passe souvent via l'Iran. Vous allez me dire si je me trompe, mais il y a vraiment, notamment dans l'ancien centre culturel soviétique à Kaboul, un fléau de la consommation d'héroïne via l'Iran et via l'exploitation des Hazaras, notamment afghans. Mais à part ça, le film, il est très beau. Merci. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est un autre film. Je vais peut-être faire une petite pause. Là. Non, j'aimerais bien aller montrer le film. Et il y a dans un cinéma, mais si vous voulez, les cinémas à Kaboul notamment, c'est quand même des lieux qui sont... où il n'y a pas de femmes, c'est des endroits où il y a beaucoup de foule, etc. C'est assez stressant en fait. Je le ferai un jour, mais montrer son film dans un... Voilà. L'Institut culturel français a un très bel auditorium qui a quand même été plastiqué il y a 2 ans. Pendant qu'il faisait... Vous voyez, le Centre culturel français a été plastiqué, etc. pendant une performance. Et voilà. Si j'y retournais, ce serait pour montrer le film, mais je ne suis pas non plus... je le ferai, mais je vais prendre mon temps. Je veux dire, c'est juste...
difficile d'aller en Afghanistan. J'ai essayé de faire un film léger, etc. Mais avant de partir, par exemple, votre entourage, votre famille, mon petit garçon ne sont pas ravis que j'aille en Afghanistan. Donc c'est pas... Voilà. Mais j'irai simplement montrer le film. Et voilà, après je ferai une petite pause. J'ai trouvé encore plus difficile, je crois. Vous verrez ça dans mon prochain film. Encore plus compliqué. Bon, le film, il parle de lui-même et puis le personnage aussi. Et vous le dites très bien au début du film. Mais quand même, qu'est-ce qui vous a plu chez ce personnage ? Pourquoi lui ? J'ai pensé qu'il avait une bonne histoire et que c'était un bon personnage et que ça ferait un bon film. Donc, vous voyez, il a une bonne histoire. C'est vraiment... c'est son enfance qui me touche. Vous voyez, l'histoire d'un enfant qu'on empêche d'aller au cinéma. Je me suis dit que ça pourrait faire un bon film. C'est ça qui m'a plu. Et ça a été compliqué de le rencontrer ? Ah non, pas du tout. Non. Vous pouvez même trouver son numéro de téléphone sur Facebook. Et donc, c'est ça qu'on a fait, en fait. On a cherché sur Facebook, on l'a appelé et il a dit... je ne sais pas, il y a tellement de gens qui demandent à faire des films sur moi, mais exceptionnellement, je vais te laisser faire. Il n'y a personne qui a jamais... Exceptionnellement, parce que c'est toi, parce que tu es ma sœur, parce que parfois je suis aussi sa sœur, parfois sa mère, enfin bon. Et voilà. Et donc, en fait, il a accepté sans aucun problème. Pourvu qu'on parle de lui, il est ravi. Mais c'est un peu maladif chez lui ou il est conscient qu'il joue un rôle C'est une bonne question. Je ne sais toujours pas, en fait. Je ne sais toujours pas, parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup, qui parle de lui. Vous voyez, ce film est un montage du réel, mais il y a toutes les 148h30 de rush que vous n'avez pas vues, et où il se vante, etc. Et je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Voilà, c'est la réponse. Je ne sais pas si c'est un rôle qu'il joue, s'il le rejoue tout le temps, jusqu'où il est conscient, je ne sais pas. Ou en fait, je pense qu'il a tellement joué ce rôle qu'il a fini par y croire. Vous voyez ? Ou pas. Mais les gens se moquent de lui et ça lui est complètement égal. Il dit « Ah, Chahine, tu racontes encore n'importe quoi, mais oui, je suis le grand Chahine, etc. » C'est ça qui est étonnant. Je n'ai pas la réponse à cette question. Et c'est ça qui est intéressant en plus. Bon, n'hésitez pas à recommander le film à vos amis. Bon. Bah, écoutez, madame, excusez-moi, s'il n'y a plus de questions sur le film, moi je voudrais juste prendre la parole et profiter de votre présence pour vous remercier beaucoup et vous féliciter beaucoup pour Les Pieds sur Terre à France Culture. Merci. Ça, c'est du travail sérieux, c'est vrai. Moi, je suis un auditeur fidèle et j'écoute très souvent votre émission. Elles sont formidables. Sauf aujourd'hui, parce qu'à la grève. Mais hier, il y avait... Hier, il y avait une très belle émission avec cet homme de Calais qui rend des services aux clandestins. C'était absolument magnifique. Et avant-hier, les escargots, c'était bien. Ah, les escargots, c'était très bien aussi. Oui. On va discuter tous les deux. Oui. En tout cas, je voulais vraiment vous féliciter et vous remercier. Je crois que je ne suis pas le seul dans la salle. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Plus il y a de podcasts, plus l'émission durera. Oui, parce qu'il faut se battre avec Madame Sandrine Trainer. Non, pas du tout. Oui, non, pas du tout. Tout va bien. Bon, tout va bien. Merci en tout cas. Merci à vous. N'hésitez pas à envoyer vos amis. Merci d'être venus. Allez vite manger. Que symbolise le